C'est le grand jour pour les élèves d'Esteban Feo, une classe de 8P du collège de Clos-Beguin à Saint-Légier. Clos-Béguin, pardon, oui. C'est mes vieux yeux qui ont de la peine, c'était écrit juste. Le jour du lancement de leur polar, Le secret de la balance rouge, publié par les éditions Ozu Suisse, un roman écrit avec l'aide d'un coach, et pas n'importe quel coach, Mark Woltenhauer, mais les vraies vedettes de cette rencontre de cet après-midi, ce sont les auteurs. Je vous propose, Esteban, de nous les présenter un par un et au fur et à mesure qu'ils montent sur la scène, vous les applaudissez évidemment chaleureusement et ils viennent s'installer autour de nous pour pouvoir répondre à mes questions. On y va. Cédric. Yes. Tina. Giada. Abi. Mélissa. Elia. Ça baisse les applaudissements là, on remonte un peu. Allez, voilà, très bien. Liam. Noé. Liam. Lucas. Lenny. Kiméa. Jonas. Célia, bien sûr. Jonas. Benji. Allez, encore un peu d'énergie dans les mains. On est presque au bout. Lara. Et puis une personne toute particulière qui a autant participé que les enfants et nous, Annie Hunziker. Ah bah oui. Très bien. Vous pouvez vous asseoir, vous avez un micro là que vous passerez au fur et à mesure que je vous pose des questions. Mais il me semble que je ne vous ai pas entendu applaudir ces enfants. Là, cette fois, je vous ai entendu, c'est parfait. Esteban, j'aimerais commencer avec vous. J'ai lu que vous mettiez l'accent dans votre enseignement sur la pédagogie du projet. Comment est né ce projet d'écrire un polar? J'ai lu quelque part que le nom de Gisèle Berthet était associé aussi à cette idée au départ. Elle est là aussi. Gisèle est juste ici. J'ai bientôt plus assez de chaises, hein, mais venez Gisèle. Là, on est dans l'impro totale, j'adore ça. Alors, à Gisèle, on va lui donner le micro numéro 5. Eh oui, je décondamne le 5. Bon, c'est entièrement à cause de vous, cette affaire, alors ? Alors, il paraît, au départ, en tout cas, parce que, en fait, moi, je parlez bien près du micro. Je fais l'accompagnement professionnel des enseignants, et puis on les accompagne dans leur première année d'enseignement, ce qui m'a permis de rencontrer Esteban, avec qui on avait déjà élaboré un mini-projet lors de sa première année autour du tourisme. Et puis, la deuxième année venant, il m'a parlé un petit peu de ses envies pour la suite. Et puis de là, il m'a dit qu'il voulait travailler sur le texte, le narratif, etc., les énigmes et autres. Et je lui ai glissé à l'oreille que un de mes amis était Marc, et que peut-être ce serait intéressant qu'ils se rencontrent. Et après, le reste leur appartient. Ils vont nous raconter tout ça. J'imagine, Esteban, que pour un tel projet, il faut des autorisations, il faut demander au département si c'est possible, il faut peut-être demander des moyens aussi. Comment ça s'est passé ? Alors vraiment, notre objectif de base, c'était d'impliquer les élèves dans tout le processus. Donc même ces demandes dont vous parlez, c'est les élèves qui l'ont fait. Ah mais c'est génial ça. C'est tout eux. D'ailleurs, il est juste à côté de moi. Qui c'est qui a fait... C'était quoi des Liam était l'un des principaux. En fait, il a participé à tout ce qui était écriture de lettres officielles. Et ensuite, il y a eu plein d'autres copains qui l'ont rejoint durant l'aventure. Mais lui, son rôle, c'était principalement... Les lettres officielles. Alors, je te laisse prendre le micro, puis raconte-nous comment tu as vécu ça. C'est compliqué d'écrire une lettre officielle quand c'est la première fois ? Un peu. C'est assez compliqué. On va dire c'était la première fois, et puis au début, j'avais aucune idée de ce que je devais faire, et puis à la fin, ça allait de mieux en mieux, et puis grâce au conseil d'Esteban. Bah oui, le prof, il est là aussi pour conseiller. Donc j'imagine qu'à ta lettre, il y a eu une réponse.
Alors, beaucoup. Beaucoup. Mais... Est-ce qu'elle était adressée à toi personnellement, la réponse? Non. Non. Si? Elle était plutôt... Non. Non. C'était pas marqué monsieur? Ouais, c'était plutôt à la classe. À la classe, d'accord, ok. Comment tu te sens quand la réponse elle arrive et qu'on te dit oui, c'est ok, vous pouvez faire le projet? Tu te rappelles de ce moment? Non. Merci beaucoup. Ça m'arrange à fond. Alors je demande ça un peu à tout le monde. Comment vous avez pris cette idée, vous, d'écrire un polar? Vous vous êtes dit, il est cinglé le prof, ou vous vous êtes dit, c'est génial? Alors, l'un après l'autre, vous pouvez prendre le micro, vous le passez, c'est celui qui a le micro qui parle, et le mieux c'est que vous disiez votre prénom au début, comme ça on sait qui parle. Je me lève. Ouais, pour parler, on se lève, même comme ça on vous voit. Alors je m'appelle Kimea, et au début on était tous, surtout moi, un peu choqués, et on n'y croyait pas en fait. On pensait que c'était une blague, et au final c'était une aventure incroyable. Quelqu'un a un autre avis? Vas-y. Alors je m'appelle Célia. J'ai la voix très cassée. Mais oui, au début, on n'y croyait pas. Et après, on nous a vraiment annoncé que c'était vrai. Et du coup, on était super heureux. Et on n'y croyait toujours pas. Ok. Mais à l'arrivée, il est là, le livre, hein, c'est fait. Quelqu'un a un autre avis? Voudrait nous le partager? Oui? On t'écoute. T'as levé la main. Allez, Mathilde. Mais non, ok. Non, pas de problème. J'ai rien à dire. Alors, j'ai encore une question pour vous. Quand vous en avez parlé à vos parents, comment ils ont réagi, les parents? Vous vous rappelez quand vous en avez parlé à vos parents en rentrant de l'école, vous dites « Et tu sais pas quoi, à l'école, on va écrire un roman policier ». Les parents, ils vous ont pas regardé avec des grands yeux? Oui? Qui veut me raconter ça? Vas-y, on t'écoute. En fait, on a dit qu'on allait écrire un livre, puis on n'a pas parlé forcément du livre en soi. Ah, vous n'avez pas osé tout dire aux parents? Pas tout de suite? Non, on n'a pas beaucoup parlé en tout cas. C'est vrai? Du livre. Ah ouais. Alors, bien sûr que vous n'avez pas raconté l'histoire que vous alliez écrire pour pas, évidemment, dévoiler tout le suspense. Ça, c'est normal. Donne-nous ton avis. Moi, je n'y ai pas vraiment parlé tout de suite. J'avais en fait envie de garder la surprise, mais ensuite, à un moment, c'est quand même sorti. Fallait que ça sorte. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez eu l'idée d'appeler Mark Woltenhauer? Alors oui, parce qu'on a souvent des choses en commun et des projets en commun. Et puis du coup, oui, je l'ai appelé, mais c'était surtout l'envie, la motivation, c'était que l'école soit dans la vie et la vie soit dans l'école. Et c'est que pouvoir que ces enfants puissent rencontrer des adultes significatifs par rapport à un sujet qui est dans le programme scolaire, et puis de pouvoir le faire différemment, peut-être que ce qu'on peut faire sur un banc d'école, grâce à des professionnels qui peuvent accompagner ce type de projet. Mark Woltenhauer, quand on vous appelle pour vous dire est-ce que tu serais d'accord d'écrire un polar dans la collection Frisson Suisse avec une classe de 8P? Comment on réagit? Alors, en fait, ça s'est passé de la manière suivante. On s'est rencontrés. Esteban m'a dit j'ai envie de faire un projet un peu conséquent et tout ça. Et c'est moi qui ai lancé. Écoute, allons-y carrément, écrivons un livre. Sauf que quelques semaines après, quand le projet a été validé, au début, j'y croyais pas vraiment moi non plus, parce que ça impliquait effectivement un engagement important sur toute l'année scolaire, parce que jusqu'au mois de décembre, j'y allais toutes les 2 semaines un jour, et puis de janvier à juin, c'était un jour complet par semaine où on se retrouvait pour travailler sur le texte. Donc au début, je me dis, mais ça va jamais passer comme projet. Et puis quand Esteban m'a appelé en disant, c'est bon, je me suis dit, mais dans quel gonfle tu t'es lancé? Comment est-ce qu'on va faire pour écrire un livre à 21 mains et finalement à 22, 23, non, 24? À 42 mains. À 42 mains, oui, pardon. Enfin non, on n'écrit que d'une main, donc à 21 mains, tu as raison. Donc au départ, c'était vraiment un défi, mais très vite, on a sympathisé, on avait la même envie, la même folie de lancer ce projet avec Esteban. On a fait un planning sur l'année, parce qu'il s'agissait aussi d'imaginer quelles seront les étapes pour arriver au bout de ce projet. Et puis on a, à chaque fois, à chaque étape où on avançait, on a été étonné par les petits loulous, parce qu'ils ont été incroyables. Alors dans cette Suisse qui est parfois un peu frileuse, on pourrait se dire c'est un super projet, mais ils ont dû imaginer de le polycopier, de le distribuer aux élèves à 21 exemplaires à la fin. C'est venu tout de suite l'idée de trouver un éditeur, de le publier et qu'il soit en vente dans les librairies? Ou est-ce que ça a pris un peu de temps?
C'est venu un peu au fur et à mesure. Je crois qu'assez rapidement, on avait l'idée de dire que s'il y a un livre qui est écrit, il faudrait au moins qu'il puisse être imprimé sur du papier pour les enfants d'abord, ensuite pour les parents et l'entourage. Et puis je pense que quand on a vu comment naissait l'histoire, comment ça avançait, aussi finalement la qualité de l'histoire et de l'écrit, on s'est dit mais ce serait dommage de limiter tout ça. Et puis c'est là qu'on a lancé cette démarche de crowdfunding qui a permis d'imprimer le livre. Et même là encore, c'était pas prévu qu'il soit diffusé parce que là, on sait qu'il est autant dans le Jura, à Neuchâtel, en librairie, ça y est. Il est un peu partout. Ouais. Ça, c'était pas prévu. Et finalement, c'est l'éditeur, Ozu et iDiffusion, qui ont dit mais ce livre, il est génial, il faut qu'on le diffuse au grand public. Alors, je fais un tout petit pas en arrière. Annie Hunziker, votre fonction exacte, c'est assistante en intégration. J'aimerais bien comprendre quelle a été votre part dans ce travail. Comment vous êtes intervenue? Alors, à la base, donc, je suis assistante à l'intégration, donc j'accompagne Cédric dans la classe. Je suis là tous les matins. Et puis, par la force des choses, j'ai été embarquée dans le projet, puisque j'étais là les matins quand Esteban a lancé ce projet. Salut, Heina. Welcome. Heina, on peut l'applaudir. En fait, il mérite aussi des applaudissements. Pour l'arrivée discrète, c'est un peu raté, mais tu méritais bien les applaudissements. Et donc, du coup, comme j'étais dans la classe, forcément, comme on travaillait par petits groupes, j'allais dans chaque petit groupe et puis s'il y avait des propositions qui étaient faites, ou par exemple il y avait des corrections, ou par exemple Marc il encourageait à dire mais là il faudrait décrire un peu plus peut-être le décor. C'était encourager les enfants, mais comment tu vois la salle du château? Et puis le fait de les encourager à dire mais comment tu le visualises? Ils se disent moi je le vois avec des tapisseries rouges. Je dis ça tu dois le noter. C'était plutôt dans ce sens-là d'aller dans chaque petit groupe et puis de suggérer de les stimuler, de les encourager à voir qu'est-ce qu'ils voyaient dans leur tête et après le mettre par écrit. Le mot encouragement a été prononcé. J'ai lu dans les remerciements que vous remerciez vos parents de vous avoir encouragé. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il y a eu des périodes où vous vous êtes dit on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué, c'est trop long, et que les parents étaient derrière pour dire si, vas-y, tu vas y arriver, on va aller jusqu'au bout? Comment ça s'est passé? Qui veut me raconter ça? Merci. Le suivant, la suivante. Allez, on t'écoute. Je m'appelle Elia. Et on n'a pas eu beaucoup de moments où on allait abandonner ou comme ça. T'as pas eu de découragement, jamais? Non, bravo. Grâce à Esteban, qui avait toujours la foi et tout. Mais nos parents étaient toujours là pour nous encourager quand même. Est-ce qu'ils ont essayé, les parents, de savoir un peu qu'est-ce qu'il y avait dans l'intrigue? Oui. Ouais. Vous avez pas craqué? Non. Qui a craqué? Personne. Non? Oui? Non, personne. Formidable, personne n'a craqué. Esteban, on disait tout à l'heure que c'était vraiment un travail collectif, que chacun des élèves avait pris des responsabilités. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui a fait quoi? Parce que bien sûr, il y a le crowdfunding, donc j'imagine qu'ils ont été impliqués aussi. Après, il a fallu réfléchir à imprimer, donc il y a eu des relations avec un imprimeur, puis avec un éditeur, avec des correcteurs, des relecteurs. Enfin, c'est un gros travail de publier un livre. On se rend pas toujours compte. On a l'impression qu'il suffit de l'écrire, puis qu'après on va à la librairie et que c'est là. Mais il y a un gros boulot. Alors, qui a fait quoi? Alors là, il y a énormément de rôles ici. Je pense qu'on peut parler de Cédric qui a eu un rôle majeur, qui a permis de rendre ce livre beau, qui a participé à toutes les illustrations, pratiquement, en tout cas à la couverture. Excellent. À tous les cabochons du livre. Alors, on va lui donner le micro à Cédric. Explique-nous comment tu as travaillé. Alors, la couverture, par exemple, ça c'est important. Est-ce qu'au fur et à mesure du travail, tu as eu des idées pour la couverture ou tu as attendu que l'histoire soit écrite complètement pour faire ton dessin? Déjà, je suis allée un peu dans tous les groupes qui écrivaient, comme ça je savais un peu... Comment ça a avancé l'histoire? Tout ça. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il fallait illustrer de cette histoire? Et puis, c'est comme ça que plusieurs idées sont venues. Et après, de ces idées sont nés des dessins. Alors, tu as fait plusieurs dessins au oui. début, à partir de plusieurs idées. Et comment on a choisi le dessin final? Qui l'a choisi?
Je crois que c'est venu de moi, non? Oui, je crois que oui. La couverture, l'idée, en fait, tu l'avais assez tôt, d'ailleurs. Hein, tu l'as commencé même avant Noël, il me semble. Et puis tu peux raconter, combien de fois tu as dû le refaire, la couverture? 4 ou 5 fois. Non, 4. Oui, 4 fois. Marc, on se dit tu dans la vie, donc je vais te dire tu. Je te laisse lui donner le livre dans les mains. Et tu regardes ta couverture maintenant, ça te fait quoi de l'avoir comme ça? J'avoue que ça fait un peu bizarre parce que du coup on a participé au vernissage du livre et tout ça. Il y a 2 jours à Vevey? Ouais. Et puis quand on le voit un peu partout, ça fait vraiment un effet bizarre, quoi. Ouais. Mais t'es quoi, t'es fier? Oui, je suis fier. Ah bah tu peux, bravo. Esteban, d'autres rôles importants? D'autres rôles importants, il y en a tellement eu. Qui a trouvé des sous? Qui a trouvé des sous? Je pense que les sous, ça a été un travail collectif entre tous, ça a été des débats qu'on a menés en classe. Mais ensuite, dans les rôles plus spécifiques, hors écriture, il y a eu, d'un côté, on a eu Matisse, à qui j'ai donné le rôle de showrunner qu'on retrouve dans le cinéma. Personne qui s'occupe du fil rouge, de la cohérence du début à la fin, qui est un rôle qu'il a beaucoup apprécié. Il avait presque un peu notre statut. Il passait d'un groupe à l'autre afin d'amener les mêmes pistes que nous. Ouais, je sais que Mathis voulait pas trop parler parce qu'il se met au fond et il se cache encore derrière son copain. Bon, mais tu vas nous dire un truc quand même, je vais te poser une ou deux questions. Bien, je vais pas te mettre tout dans la lumière, mais on va te donner le micro quand même. Parce que showrunner, c'est un rôle effectivement extrêmement important parce que de ton travail dépend la cohérence du texte. Est-ce qu'à un moment, quand tu as vu comment travaillaient les groupes, tu t'es dit, là, il faut que je pousse un peu dans ce sens, puis là, il faut pas qu'ils aillent trop loin par là. Enfin, tu as un peu pris symboliquement les ciseaux et la colle pour que tout ça tienne ensemble? Oui. Merci. Et comment tu t'y es pris? Qu'est-ce que tu leur as dit pour que ça marche? Non. Je suis allé les aider. De quelle manière? Avec plaisir. Elle a soufflé, je veux une autre réponse. Non, mais... C'est plus facile d'écrire que de parler? Oui. Merci. Du coup, moi, je suis complètement paumé. Tiens. Mais il y a d'autres rôles aussi. Oui. Ok, alors on y va? Il y a aussi eu toute une partie, on a dû créer la vidéo du crowdfunding afin de donner l'envie aux gens de nous soutenir. Et ceux qui ont été au milieu de cette étape fondamentale, voilà, de réalisation, de montage, filmer, de guider les acteurs, de leur dire non, là on refait, t'articules pas. C'était Noé et Kimea. Donc je sais pas si les deux. Alors, qui était le metteur en scène et qui était le réalisateur? Ou la réalisatrice? Réalisateur, metteuse en scène. D'accord. Et les idées pour cette vidéo, c'est vous qui les avez eues aussi? C'est vous qui avez écrit, qui avez décidé du scénario? On a tout décidé en fonction du résumé du livre, pour bien résumer dans la vidéo. Est-ce que c'est pas difficile de résumer le livre sans dévoiler la fin? À des moments, on s'est rendu compte qu'on dévoilait un peu, du coup on a dû réimaginer un peu des choses qu'on peut filmer, mais après, comme on avait écrit le résumé déjà, on pouvait s'aider du résumé pour filmer les différentes séquences. Super. Qui a fait le montage? Eux? Vous? Avec quoi vous avez travaillé? Vous saviez déjà faire ça ou vous avez appris? Alors, un peu des deux, on savait déjà comment utiliser un peu des logiciels de montage, et puis on s'est partagé le travail tout simplement, en restant tard à l'école. Oui, parfois jusqu'à 7h. Waouh! Pour la sortir à temps. Tout le temps. D'accord. Ok, bienvenue dans le monde du travail. C'est répréhensible, je vous signale, de faire travailler les enfants comme ça tard. Oui, au niveau du crowdfunding, comment ça a fonctionné? J'ai vu qu'il y avait une classification des généreux donateurs à la fin. Comment ça s'est passé? J'ai l'impression que c'est allé assez vite, moi, je sais pas, Marc. Oui, alors ça a fonctionné au-delà de toutes nos attentes et très très vite. Le principe du crowdfunding, c'est qu'on peut soit juste faire un don, ou alors un don avec une contrepartie. Et puis il y avait différents types de contreparties en fonction, comme par exemple du montant. Alors la première, c'était un livre. Ensuite, c'était un livre avec des cartes postales faites avec les illustrations du livre.
Après, c'était un peu plus de livres, etc. Et puis, pour ceux qui faisaient dont les plus importants, à la fin, ils ont reçu un des dessins originaux qui figure dans le livre. Excellent. C'est indiscret de vous demander combien vous avez récolté, rassemblé, combien il fallait finalement pour pouvoir imprimer ce livre? L'objectif, c'était à peu près une quinzaine de milliers de francs pour qu'on puisse réaliser tout le projet et l'impression du livre. Ça dépendait aussi, puis du résultat dépendait aussi le nombre de livres qu'on pouvait imprimer, parce que tu l'as cité avant, il y a le papier. D'ailleurs, on sait que le papier, et il a beaucoup augmenté. Il a beaucoup augmenté. Il y a le travail de la maquettiste, il y a le travail de relecteur, il y a l'impression elle-même. Donc tous ces éléments-là, c'est clair que c'est un certain montant. Et puis au final, on a récolté presque 19 000 francs, je crois. Très bien. Donc plus encore un soutien de la commune. Et là encore, c'était une lettre que l'IA m'a écrite au syndic pour demander de l'aide. J'aimerais te voir tout à l'heure, j'ai peut-être un peu de boulot pour toi. Donc ça a très bien marché, et en plus de ça, il faut le dire, ils ont obtenu le mérite de la commune de Blonay-Saint-Légier. Ah, c'est génial. Ils ont déjà une rencontre au mois de juin, et puis le fin septembre, on est encore tous invités pour une soirée à la commune. Ils prennent encore des cours de maths ou de français à côté, ou ils ont plus le temps? Non, ils ont le temps. Ils ont le temps. On a beaucoup parlé du travail autour de l'écriture, hein, les relations administratives, le crowdfunding, la vidéo, etc. Comment ça s'est passé au niveau du travail d'écriture? Parce que ça, évidemment, c'est ce qui intéresse tout le monde. Si j'ai bien compris, on a travaillé en groupe, mais comment vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a d'abord eu un synopsis où on s'est dit, voilà, l'histoire, grosso modo, c'est ça. Donc, les premiers vont travailler sur le chapitre 1, les deuxièmes sur le chapitre 2. Comment vous avez organisé le travail? Qui c'est qui veut déjà raconter ce que vous avez fait avant Noël? Par quoi on a commencé? Ouais, allez, on y va. Jonas, pardon. Jonas. Ce qu'on a fait avant Noël? Parle bien dans le micro. On a travaillé. Comment? Personnages et lieux. Mais en phrase? Ah oui. Non, je vous rassure, le livre est écrit avec des phrases entières. Hein. Il n'y a pas que. C'est pas des mots-clés. Raconte-nous. On a. Il n'y a personne, là, tu me racontes à moi. D'accord. Bonjour. On a fait des histoires et à la fin, on a voté pour déléguer la vraie histoire qui sera l'histoire du livre. Donc vous êtes parti de plusieurs histoires possibles, si je comprends bien, pour en choisir une. C'est ça, chaque groupe a développé ses personnages, ses lieux emblématiques de Blonay-Saint-Légier, puis également une intrigue. Et à partir de là, on s'est tous réunis en décembre afin de voter pour l'intrigue qui allait être le fil rouge de notre livre. Puis on a également intégré des personnages, des lieux de chaque groupe afin qu'il n'y ait pas de frustration et qu'on puisse prendre les idées de tout le monde. D'accord. Est-ce qu'à partir du moment où on a décidé de l'intrigue, elle a encore bougé en cours de route? Oui, forcément. C'est clair qu'après, pendant 2 mois, on a de nouveau repassé un peu les cartes, les groupes, pour essayer de détailler le scénario, le découper en chapitres. Ça a pris 2 mois. Et puis, effectivement, là, il y a encore des nouvelles choses qui sont apparues en cours de route. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, d'ailleurs. Alors, je me tourne de nouveau vers les écrivains, parce qu'on dit toujours que pour être un bon écrivain, il faut être un bon lecteur. Est-ce que pour écrire ce polar dans la collection Frissons Suisses, vous avez lu d'autres Frissons Suisses pour essayer de comprendre comment c'est construit, comment on raconte une histoire? Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait en classe autour de ça? Est-ce qu'on vous a expliqué aussi ce que c'était une narration, une construction, etc.? On t'écoute. En fait, on a lu... Parle bien tout près du micro, comme si tu mangeais une glace. On a lu notre premier Frisson Suisse de Marc Foltenhauer. Vous avez commencé par le meilleur, c'est bien. Et on l'a lu et après on s'est. Vous avez fait une analyse du texte de Marc? Oui. Oui. Il veut ajouter quelque chose? On t'écoute. Debout. Je suis pas fière de Kiméa. Mais en fait, comme elle l'a dit, on a lu le premier livre de Marc. Et puis ensuite, on s'est rendu sur les lieux de Taveyan. Et puis c'est à ce moment-là qu'on nous a expliqué qu'on allait écrire un livre. Ok. Alors, ça se passe évidemment autour de votre collège, beaucoup. Est-ce que vous êtes allé sur les lieux de l'intrigue pour
bien avoir dans l'œil les décors, les paysages, les couleurs, etc. Oui, comment ça s'est passé? Vous avez visité le château? Non. Mais on a visité d'autres lieux. Ok, on y va. Racontez-nous ça. On est allé voir Riederfleur. On était 3 filles plus Monsieur Féo. Oui. Et on a visité et demandé si on pouvait utiliser leur nom. Alors ça, c'était une de mes questions suivantes, mais on va la traiter maintenant puisque tu en parles. Il y a effectivement 2 endroits qui existent, qui sont cités dans le livre. Et je ne sais pas au niveau légal comment ça se passe, on a le droit de le faire ou pas. En tout cas, vous avez pris la précaution d'aller demander aux gens s'ils étaient d'accord qu'on mette le nom de leur magasin, par exemple, dans le livre. Comment vous avez été reçus? Comment ça s'est passé? Les gens étaient étonnés que vous veniez leur demander ça? Oui? Qui me raconte? Qui est allé chez la fleuriste? Ouais? Racontez-moi comment ça s'est passé. Mais vraiment, toute l'histoire. Hein. Comment vous avez présenté les choses? Oui, allez, soyez pas timide. Vous êtes des stars maintenant, c'est bon. Comment ça s'est passé quand vous êtes allé demander l'autorisation de pouvoir utiliser les noms? Les gens étaient gentils, ils ont compris tout de suite? Oui, ils nous ont dit tout de suite oui. Oui? On leur a demandé gentiment, expliqué le projet. Enfin, moi, je serais la fleuriste, par exemple, je t'aurais dit, est-ce qu'il y aura un cadavre dans mon magasin, dans le livre? Justement, ils nous l'ont demandé. Ah, j'en étais sûr. Ils nous ont demandé si Riederfleur avait une bonne place dans le livre. Et si la fleuriste était plutôt une gentille ou une méchante. Mais ça, je ne vais pas le dire. On peut aussi. Comme la concierge, monsieur, a-t-il dit. Oui. Mais à la concierge, on n'a pas demandé l'autorisation, par contre. Ok. On l'a quand même fait. Bon, c'est la maman de... Pardon d'insister, mais moi, je suis fleuriste, je veux savoir comment je suis traité. Est-ce qu'ils ont demandé à relire le livre avant? Non. Ils sont d'une confiance absolue, ils sont formidables, ces gens. C'est ça, exactement. Ouais. Bon. C'est Blonnet, oui. Est-ce que ça fait... Elle est là, la fleuriste? Non, il y a quelqu'un qui est dans le livre, qui est dans la salle? Oui. Le directeur et la concierge. Ok, est-ce que ça fait une bonne pub? Pas encore. Ça va venir. Vous allez voir, vous avez plein de gens qui vont demander à changer de collège. Oui, je vous demandais si vous étiez allé sur place, sur les lieux que vous décrivez dans le roman, et quel travail vous avez fait sur ces lieux-là. Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce qu'on fait des croquis? Est-ce qu'on fait des photos? Comment on s'y prend? Parce que moi, j'y connais rien à ces trucs. Au tout début, quand on faisait les groupes de 3, on choisissait un lieu et on allait sur les lieux et on faisait des photos. Et après, on les mettait dans la classe pour présenter l'endroit et puis se faire une idée. Puis après, on faisait la description. Ok. Le travail de Marc, j'imagine qu'il intervient là aussi. Comment est-ce qu'on coach cet aspect des choses? Ça doit être assez compliqué de coacher des groupes qui écrivent séparément pour en faire un tout à la fin. Comment ça s'est passé, Marc? Finalement, tout s'est passé assez naturellement. Avec Esteban, on a imaginé un planning sur toute l'année avec ces différentes phases. Et finalement, en fait, ça reflétait exactement le travail que je fais moi quand j'écris un livre. Donc la phase de recherche, la phase d'imaginer des idées, développer le scénario et puis écrire. Et c'est vrai que ce qui était génial, c'est qu'on était 3 avec Annie et on pouvait justement vraiment faire le tour des groupes, les accompagner. Et puis bien sûr à un moment donné d'avoir un peu la vue d'ensemble aussi du scénario. Et c'est vrai que là du coup on a aussi le showrunner, ça. Il y avait le showrunner qui aidait à ça. On a aussi du coup amené quelques idées, quelques suggestions pour que il y ait une harmonie dans l'intrigue. Et ensuite quand on était dans la phase d'écriture, d'une semaine à l'autre, je proposais des corrections, je faisais des suggestions à chaque groupe, à chaque partie de texte, parce qu'on avait découpé le scénario en chapitres et en séquences. J'ai cru comprendre. Et puis du coup, d'une semaine à l'autre, comme ça, on évoluait. Mais j'aimerais qu'on aille encore plus et comme j'avais la vue générale,
Justement, dans les suggestions, je disais à un groupe, attention, là, il y a un élément qu'il faudrait peut-être ajouter par rapport à ce qu'un autre groupe a écrit, pour garder la cohérence. Par contre, ce qui nous a vraiment surpris, c'est que ça, ils le faisaient aussi de manière spontanée entre eux. Il y a des moments, on était les trois là, avec Annie et Esteban, à regarder les élèves travailler. Et il faut dire que tu as posé la question de la motivation. Je pense qu'il n'y a jamais un mardi où ils n'étaient pas motivés. Il n'y a jamais un moment où on a senti. Mais ça veut dire quoi que le membre d'un groupe pouvait aller dans un autre groupe pour dire si on écrit ça, est-ce que ça correspond à ce que tu dis Exactement. après? Okay. Ils savaient quel groupe travaillait sur quelle partie et du coup, ils allaient eux-mêmes se renseigner sur des détails, sur. Ce qu'au cinéma, on appelle être raccord, quoi. Voilà. Exactement. C'est ça. Ouais. Oui. Et ça, ils l'ont fait eux-mêmes. Mais j'aimerais qu'on aille encore plus loin pour comprendre le processus d'écriture. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on les a d'abord laissés écrire seuls, un premier jet, qui a été probablement lu devant tout le monde, ou je ne sais pas comment vous avez travaillé. Est-ce qu'on les laisse travailler seuls d'abord? Alors on a travaillé par étapes, on allait pas à pas. Il faut dire aussi que moi je les ai eu une année déjà avant le projet, donc je les avais déjà habitués à écrire de leur côté individuellement, à libérer l'écriture. Puis on s'est vraiment inspiré. Comment on fait ça pour ouvrir l'écriture? Libérer l'écriture. Déjà, on essaie de pas dégoûter les élèves par rapport à l'orthographe, à tout le fonctionnement de la langue, mais de juste les laisser écrire et de laisser leur plume remplir la page. L'imagination au pouvoir. C'est ça, l'imagination en tout premier. Et d'ailleurs, comme dans l'écriture, Marc le disait lui-même, il ne regarde pas l'orthographe au début. Donc on a vraiment voulu s'approcher du métier d'auteur depuis le départ. Et c'est à partir de son expérience qu'on a didactisé tout ça pour en faire un outil d'enseignement. Et c'est pour ça qu'on a commencé par les personnages et les lieux. Marc lui-même disait que lorsqu'il écrit un livre, il va d'abord sur les lieux pour le découvrir. Et puis à partir de là, des personnages viennent. Et puis on est parti comme ça avec eux, et ils écrivaient jamais tout seuls. On a toujours été dans une écriture collective, ils ont toujours été par deux, par trois, donc on les a jamais laissés tout seuls. La suite du travail, on retravaille à une version, deux versions, trois versions. Comment enfin, tu connais ça par cœur. Il faut polir. Il faut pas que le travail se voie, mais il faut qu'il soit fait. L'écriture elle a commencé début mars jusqu'à début juin. Et puis on a d'abord fait une première partie où on a travaillé sur le prologue et les 5 premiers chapitres. Et tous les groupes travaillaient chacun les différentes parties et retravaillaient le texte d'une semaine à l'autre. Et aussi, ce qu'on a beaucoup fait, c'est que les groupes ont tourné. C'est-à-dire que quand un groupe de 2 personnes avait, par exemple, écrit une première version du prologue, des fois on sentait tout d'un coup qu'ils avaient l'impression d'avoir plus grand chose à ajouter à cette partie de texte. On amenait soit une nouvelle personne dans le groupe où on échangeait, ou alors on donnait le texte à un autre groupe qui retravaillait dessus. Donc pour amener une nouvelle énergie à cette partie. Donc en fait tous les textes ont été travaillés, relus, etc. Moi je les revoyais aussi d'une semaine à l'autre. Et à un moment donné, par exemple on est arrivé aux vacances de Pâques avec les 6 premiers chapitres. Pendant les vacances de Pâques, je les ai tous mis ensemble, j'ai essayé un petit peu d'harmoniser le tout, mais sans trop toucher au texte. Et puis avant de continuer à écrire, on a ensemble relu à haute voix les 6 premiers chapitres en classe pour bien se remettre dans le bain. Et d'ailleurs là, on se disait avec Esteban, le temps commence à être compté, on a calculé, il ne reste plus que 6 semaines, plus que 6 mardis, comment est-ce qu'on va faire pour finir le livre? Ils se sont remis au travail juste après les vacances de Pâques. Et tout de suite, on a constaté que ça allait beaucoup plus facilement. On voyait déjà qu'ils avaient acquis une certaine expérience dans l'écriture, et ça devenait plus fluide, ça venait plus rapidement, et c'était vraiment assez impressionnant de constater ça. Alors, un des grands drames des auteurs, je ne t'apprends rien, c'est que parfois on se dit mon histoire elle est bien, mais elle fait 100 pages de trop. Alors là, en l'occurrence, c'est pas 100 pages de trop, mais peut-être c'était un poil long. Est-ce qu'il a fallu couper à un moment ? Parce que ça, c'est le plus difficile. Alors, contrairement, je regarde mon éditeur s'il est là. Contrairement à moi, quand on me dit il faut couper. Là, finalement, on a par rapport à la version initiale de 60 000 caractères, on a finalement arrivé à 75 000, mais on a pu laisser. Ok. Donc, c'était quand même un peu plus long que ce qui était prévu initialement, comme toujours. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est de me dire comment vous vous êtes mis d'accord sur le nombre de personnages, combien de filles, combien de garçons, qui gentil, qui méchant. Vas-y, on te donne le micro et on t'écoute avec plaisir. Vous avez voté ? Ok, mais ça a été une grosse bagarre ou pas ? Oui, on a voté. Tu dis on a voté. On a voté. Ils ont voté.
Qui veut me dire autre chose là-dessus, sur le choix des personnages? C'était très clair tout de suite pour vous? Non? Moi, j'ai trouvé que les filles étaient plus courageuses que les garçons dans votre livre. C'est fait exprès. Ah ouais, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que souvent dans les livres, c'est les garçons qui secourent les filles et du coup là on a voulu faire l'inverse. L'inverse, eh ben, c'est très réussi, bravo. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire sur les personnages? Rien. Alors moi j'ai une autre question par rapport à vos personnages, parce qu'ils sont présentés dans le livre, hein, on fait ça très bien. On présente les personnages, on dit leur prénom, leur âge, de qui c'est le fils ou la fille. Mais ce qui m'a étonné, c'est que chaque fois, vous donnez leur nationalité. Alors soit ils sont suisses, portugais, marocains, si je me rappelle bien. Il y en a un ou une qui est double nationale. Pourquoi c'est si important pour vous de donner la nationalité des personnages? Ça m'intéresse beaucoup. Ah. Sacrée question, hein. Je vais la poser autrement. Est-ce que entre vous, dans la cour de récré, c'est quelque chose qui est important quand vous faites la connaissance d'un nouvel élève, de savoir d'où il vient? Oui, pourquoi? Pour en savoir plus. Et pourquoi ça, c'est important? Est-ce que c'est plus important de savoir de quel pays il vient que le métier de son père ou de sa mère, par exemple? Mais oui, mais pourquoi? Alors ça, j'ai besoin de comprendre. J'ai envie de comprendre. Qui arrive à me dire quelque chose là-dessus? Hop. Bah vas-y, tu peux rester assis parce que tu dois en avoir marre de te lever. Pour aussi savoir... j'ai oublié ce que je voulais dire. Tout simplement parce que quand on rencontre une personne, on ne cherche pas à savoir qui elle connaît, on cherche à savoir qui elle est. Oui. Et pour toi, le pays d'où elle vient, dont elle est originaire, c'est important pour savoir qui elle est? Ça permet de savoir ses origines et d'en savoir un peu plus sur elle. Mais le fait de savoir que son papa est policier ou boulanger, ça a aussi une importance sur sa vie. Pourquoi c'est plus important d'où elle vient? Justement parce que c'est important de savoir le métier de son papa ou de sa maman. Ça aussi, on est d'accord. Mais c'est plus important de connaître la personne. Parce que si on voulait savoir vraiment juste le métier du papa ou de la maman, on irait directement demander à eux. Je me fais l'avocat du diable. Il y a un personnage, il y a une Marocaine, hein, je crois, dans vos personnages, mais elle est probablement née dans le canton de Vaud, donc elle a pas grandi au Maroc. Pourquoi c'est quand même important qu'elle soit marocaine? Ça, vraiment, ça me chatouille, ça me gratouille. Je pense aussi, on s'inspire de certaines personnes de la classe. D'accord. On a fait des personnages qui nous ressemblent. Ouais. Et c'était quoi la démarche? C'était que vous vouliez mettre en valeur un certain nombre de qualités des gens avec qui vous vivez au quotidien, c'est ça? Oui. Ok. D'ailleurs, peut-être une chose intéressante à dire c'est sur le choix des prénoms, notamment celui de Talacha. Peut-être que celui... Ouais. Qui me raconte ça? Elia. C'est Elia qui a trouvé. Quand on cherchait les prénoms, on s'est demandé comment trouver, vu qu'il fallait peut-être une signification ou quelque chose. Et dans les premières histoires qu'on avait créées, on avait mis le personnage principal, Talacha, qui se perdait. Et du coup, on a recherché sur Google Traduction des mots qui pourraient bien aller comme prénom, avec le nom perdu. Du coup, on a mis en arabe et on a recherché perdu et ça mettait Talacha et on trouvait que ça sonnait bien. Excellent. Très bien. On et utilise... puis plusieurs prénoms fonctionnent comme ça dans le livre. Avec eux, de base, je faisais beaucoup d'analyses sur les prénoms dans les différents bouquins et dans la littérature qu'on a étudiée ensemble. Et j'essaie de leur apprendre un peu comme dans les premières pages du Petit Prince, on peut soit voir en lisant le Petit Prince le chapeau ou l'éléphant dans le boa, et je leur ai dit que j'espérais que j'arrive à leur faire voir l'éléphant dans le boa et pas uniquement le chapeau. Et c'est pour ça que tout au long du livre, on a mis plein de petits clins d'œil dans ce genre, plein de petits messages cachés. On va évidemment pas raconter l'histoire, mais ce qu'on peut dire, parce que là on dévoile pas trop de choses, c'est que ce qui déclenche tout, c'est une histoire de harcèlement. Et cette histoire de harcèlement, elle est évidemment centrale dans votre livre. Est-ce que la notion du harcèlement, elle est apparue dans tous les premiers scénarios?
Est-ce que c'est quelque chose qui revenait systématiquement ou pas du tout? Non, c'est pas revenu dans tous les scénarios. Je crois que dans 2 ou 3. Ah, quand même. Oui, sur 7, il y en a quand même eu un bon nombre. Presque la moitié. Donc c'est pour ça aussi que cette intrigue a eu tant de votes en décembre et que les élèves ont voulu partir sur cette idée. Pourquoi c'est un sujet qui vous tenait à cœur, le harcèlement? Qui veut me raconter quelque chose là-dessus? Oui. Alors, on t'écoute en premier. En fait, c'est que déjà, le harcèlement, c'est un sujet qui est très présent, mais on ne le voit pas forcément, parce que des fois, on fait ça genre sur le chemin de l'école, là où il n'y a plus de profs et pas de parents. Et les victimes, souvent, osent rien dire en plus. Ouais, et souvent, les personnes n'osent pas dire parce qu'on leur dit, des fois, on leur dit dis pas ou des trucs comme ça, sinon on continue et tout ça. Et les enfants croient que s'ils disent, du coup, ça va aggraver. Et du coup, ils le disent pas, mais ça continue, quoi. Vous êtes attentif à ça, à regarder ce qui se passe dans votre école, s'il y a des choses comme ça qui se passent ou pas du tout? Je dirais que dans notre école, on a de la chance parce que soit on ne le voit vraiment pas, soit c'est vraiment très, très, très rare. D'accord. Mais je trouve intéressant que vous soyez conscient de ça et que vous attiriez l'attention de vos camarades à travers ce livre sur un problème qui est un problème partout aujourd'hui. Hein. Je crois que dans toutes les écoles, il y a des problèmes de cet ordre-là, à plus ou moins forte densité, mais c'est une chose à laquelle il faut être attentif. Et c'est pas si mal de le faire à travers un livre comme celui-là. On a parlé des illustrations tout à l'heure, on a parlé de l'illustration de couverture. Bravo, chef. Il y a d'autres illustrations à l'intérieur du livre et je crois, Esteban, qu'elles proviennent d'une autre classe, du même collège. C'est ça, exactement. J'ai impliqué dans le projet ma deuxième classe, où j'enseigne le français, qui nous a aidés autant pour les illustrations que pour la relecture du livre. Et eux ont surtout fait les dessins que l'on voit à travers les pages, de chapitre en chapitre, alors que Cédric, lui, s'est vraiment concentré sur la couverture et les cabochons, qui sont les petits dessins qu'on trouve au-dessus de chaque début de chapitre. Alors pour tout le monde, les cabochons, c'est un terme de métier, ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai appris avec Marc, d'ailleurs, je ne le connaissais pas avant. Expliquez aux gens qui savent pas ce que c'est un cabochon. C'est un tout petit dessin qui apparaît en haut des pages, au début de chaque chapitre, donc il prend souvent un tiers de la page et ensuite le texte commence. Est-ce que ces illustrations ont été faites à la fin ou en même temps que le travail d'écriture? Elles ont été faites autant en même temps qu'à la fin. Certains sont même venus plus tard. C'est même l'autre classe qui ont proposé de faire certains dessins. Alors que nous, on pensait plutôt dessiner d'autres éléments. Donc ça s'est fait un peu en même temps, il y avait une collaboration entre... C'est intéressant ça. Si vous pensiez à d'autres éléments, comment s'est fait le choix? Est-ce que la classe qui a écrit a choisi les illustrations de l'autre classe? Enfin, j'imagine qu'il y en avait plus que ce qui a été publié. Il y a eu un choix qui a été fait aussi avec Cédric sur ce qu'on allait dessiner, avec, Cédric et d'autres élèves, dont Raina et puis Abby, pour savoir quels allaient être les dessins qu'on allait donner à l'autre classe à faire et quels étaient les dessins que Cédric allait faire. Et puis après coup, l'autre classe nous a proposé plusieurs autres dessins que j'ai amenés en votation dans ma classe et puis c'était un aller-retour entre les deux classes. C'est un processus extrêmement démocratique. Hein. C'est ça. Voilà. Marc Waltenauer, quand on s'embarque dans une histoire comme ça, est-ce qu'on mesure vraiment l'implication que ça demande? Pas vraiment. Et à l'arrivée, on prend quoi? Une année de retard sur son prochain roman ou... Non, même pas, parce que le prochain, je suis en train de faire les dernières corrections. Okay. Donc j'ai eu le temps cet été de le peaufiner. Mais même, en fait, c'était vraiment une année incroyable. Et puis, chaque mardi matin, je me réjouissais d'aller à l'école. Est-ce que ça a remis en question certaines de tes pratiques? C'est toujours intéressant de s'interroger sur ces pratiques professionnelles parce qu'on les pratique sans même plus y penser au bout d'un certain temps. Et là, on est obligé de repenser à ce qu'on fait parce qu'on doit le transmettre. Et je suis sûr que ça a changé des choses.
Peut-être que je n'ai pas encore tout à fait conscience de tout ce que ça m'a amené, mais c'est vrai qu'il y a eu cette démarche déjà au départ de dire c'est une chose de travailler intuitivement, c'en est une autre de l'expliquer déjà, il faut théoriser d'une certaine manière, théoriser, et ensuite de le faire vivre à quelqu'un d'autre, et en l'occurrence à 21 personnes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi pour moi de faire ce travail. Et puis on a bien discuté avec Esteban aussi pour voir comment est-ce qu'on intégrait l'élément des compétences de langue avec les questions narratives. Et puis effectivement, en ayant pu observer, je suis sûr qu'il y a des choses aussi qui vont changer. Notamment, typiquement, cette question de nom et de signification de nom, c'est quelque chose où moi je faisais jusqu'à maintenant beaucoup moins attention en termes de signification. De signification, oui, mais par contre, les noms étaient quand même choisis pas tout à fait innocemment dans tes romans. Non, c'est jamais innocent. Mais effectivement, là, par exemple, c'est un élément que j'ai trouvé intéressant, d'aller jusqu'à ce point-là, de donner un prénom qui est en lien avec le personnage. On a parlé de Talacha avant, mais un des garçons qui harcèle, il s'appelle Marcel. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses assez... Petit jeu de mots, pas innocent. En quatrième de couverture, il y a une phrase de vous deux qui dit « L'histoire que nous n'aurions pas osé imaginer ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça le fait marrer, pourquoi? Oui, parce que j'en avais parlé. Au moment où j'ai su que les livres allaient sortir, j'ai dit comme ce serait marrant qu'il y ait une citation de nous, du genre l'histoire qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Parce que c'est vrai que nous, on s'attendait pas que des élèves de 12 ans veuillent autant parler de meurtre et de sang. C'est vrai qu'on a peut-être été un peu naïfs. Bon, disons, on a fait le point à Noël. Je crois qu'autour d'une fondue, quand ils avaient voté pour leur scénario favori, on s'est posé la question en disant est-ce qu'on leur dit quelque chose? Est-ce qu'on adoucit un petit peu l'histoire? Parce qu'il faut quand même dire que je pense que parmi tous les frissons, je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, je pense que c'est celui-là quand même le plus violent. Hein. Ok. Est-ce que je vous enlève tout de suite toutes vos illusions ou j'attends un peu? Non, parce qu'il y a des études qui ont été faites, des enfants de leur âge, à travers la télévision, à leur âge, ils ont vu à peu près 40 000 morts violentes. 40 000. Oui, effectivement. Et maintenant, ils en ont créé aussi. Hein. Ouais. Bah maintenant, ça fait 40. Je ne peux pas dire combien. Mais ça fait quelques-unes de plus. Oui. Mais du coup, en fait, on a très vite pris le parti de dire on va pas les brider, on va pas faire de censure. C'est leur histoire qu'ils ont imaginée, donc on va les laisser écrire leur histoire. Surtout que je pense qu'il n'y a aucune violence gratuite dans le livre, parce qu'il y a vraiment derrière cette réflexion, cette thématique. Et ça, c'est quelque chose dont on a discuté tous ensemble dès le départ, en disant ok, on va écrire une histoire policière, une histoire avec du suspense, mais au fond, vous avez envie de raconter quoi? Et puis finalement, quand on en a parlé au mois de décembre, on s'est dit, ben voilà, ça c'est l'expression de ce que eux ils ont envie de dire. Donc on va surtout rien y changer. Alors ça va être compliqué de parler ce dont j'aimerais parler maintenant, parce qu'il faut essayer de pas tout dévoiler, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont réussi aussi à prendre de la distance avec les apparences. C'est-à-dire que certains personnages qui pourraient paraître être le bien, on va faire un peu dichotomique, hein, le bien, on est étonné, le mal, on est étonné aussi. Enfin voilà, je trouve que pour leur âge, ils ont une sacrée maturité dans le ne pas se fier à la première apparence. Et on était aussi, au moment où on écrivait, c'est vrai qu'on est entré dans une ère du anti-héros qui est très apprécié, surtout à leur âge, avec les films de super-héros et tout ce qu'on peut voir. Et on en a parlé durant un cours de comment rendre un personnage attachant, comment faire en sorte qu'une personne s'intéresse à un personnage. Et c'est justement de lui donner du caractère qui soit pas lisse, mais qui soit rugueux. Et c'est comme ça qu'on a construit chacun de nos personnages. Alors on a parlé du travail administratif en amont de l'écriture. J'aimerais maintenant parler du travail professionnel à la fin de l'écriture, parce que là, il faut contacter un éditeur, il faut recevoir des épreuves, faire des corrections. Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? Est-ce que de nouveau, le travail a été réparti parmi les élèves? Le travail de relecture. Alors, relecture, de contact avec l'éditeur. Est-ce que vous êtes allé voir l'impression du livre, par exemple?
Alors malheureusement pas, parce que ça s'est fait pendant les vacances scolaires. Zut. mais c'est quelque chose peut-être que ça aurait été intéressant de le faire. D'ailleurs, même moi, j'ai encore jamais vu. T'as failli dire la prochaine fois. Ouais, j'ai failli dire la prochaine fois. Ouais, je crois qu'il y a des idées d'ailleurs. Hein, Liam? Ah. Ouais, bref. Merci, j'y reviendrai. Mais par contre, effectivement, on a eu beaucoup de visites aussi en classe durant toute l'année scolaire. Alors, on a eu des journalistes qui sont venus nous suivre, il y a eu la télévision, etc. Mais il y a aussi eu notre éditeur de High Diffusion et de Ozo Suisse, Luc. Il y a Isabelle qui est venue de High Diffusion pour parler de la diffusion des livres. Mais ils ont raconté quoi? Ils ont déjà expliqué leur métier, parce que l'idée aussi, c'était que ils puissent comprendre le processus du début à la fin et de participer à tout ce processus-là. Donc celle qui a fait la maquette, elle est aussi venue en parler. Et puis au niveau de la correction, on a vraiment fait toutes les étapes. Et c'est vrai qu'ensuite la dernière phase, qui était la relecture de l'épreuve, ça, elle a été faite par Esteban et par moi, parce que ça s'est fait à la fin de l'année scolaire, juste avant l'envoi en impression. J'ai maintenant la question qui tue. Qui parmi vous veut devenir écrivain? Personne? Oui? Personne? Ah, oui? Vas-y, prends le micro et raconte-nous. T'aurais assez envie? Pas trop écrivain, mais Attends, plutôt... passe-moi le micro. Hop, je te le redonne par là et comme ça il y a beaucoup plus de fils. Pas trop écrivain, mais plutôt dans les illustrations et tout ça. Ok, bande dessinée par exemple ou manga, ça te plairait? Ouais, ou même plutôt dans ce style-là en fait. Dans ce style-là, vraiment l'illustration, très bien, une vocation est née. Il y en a un qui se tâte là, c'était qui? C'est toi? T'as peut-être envie? On lui passe le micro et il nous raconte? Oui, j'ai peut-être envie. T'as des idées déjà d'histoires que tu pourrais raconter? Qu'est-ce qui t'a plu dans cet exercice? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? C'est l'écriture? C'est le travail ensemble? D'accord. Alors, en posant cette question, j'en ai une pour toi, Marc. Le travail d'écriture, a priori, c'est un travail extrêmement solitaire. Et là, ils l'ont pratiqué à plusieurs, c'est-à-dire avec un échange permanent d'idées, de manières de faire avancer l'intrigue, etc. Est-ce que ça t'a aussi peut-être donné des idées de créer un groupe de réflexion autour de tes bouquins en te disant, voilà, je vous fais lire le premier chapitre, dites-moi comment ça marche, est-ce qu'il y aurait des idées pour le deuxième ou pas? Alors, c'est vrai que le travail d'écrivain, ça peut être très solitaire dans certains cas. Pour moi, c'est pas si solitaire que ça dans les faits. J'ai déjà mon compagnon qui me relie, mais avec Benjamin, on a aussi coécrit les 2 premiers frissons. On a déjà ensemble imaginé l'histoire, les personnages. On a fait le même travail qu'on a fait ici à 21. On l'a fait à 2 pour les 2 premiers frissons. J'ai aussi des relecteurs avec qui je discute beaucoup, je fais relire des textes. Ils sont généralement remerciés à la fin du livre. Voilà, même en cours d'écriture. Oui. Donc pour ma part, ça n'a jamais été un travail complètement solitaire. Je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent leur livre jusqu'à la dernière ligne et le font le relire à personne avant la fin. Moi, c'est pas tout à fait le cas. J'ai une autre manière de procéder. Donc finalement, c'était assez proche quelque part de ce qu'on a vécu là, sauf que là, c'est démultiplié. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant de voir, c'est que justement, en étant plusieurs, comment est-ce que le texte peut être enrichi parce qu'il y a plusieurs plumes qui travaillent sur le même texte. Et forcément, chacun y amène différentes choses, chacun a des sensibilités différentes, et quelqu'un va se rendre compte que dans une partie, il manque une dimension. Et ça, c'est quelque chose que je m'étais rendu compte aussi, moi, dans mon écriture, c'est que j'étais attentif à certains sens, plus que d'autres. Par exemple au ressenti, au visuel. Ouais. Mais je sais que quelqu'un m'avait fait une remarque, je crois, pour mon premier livre, en disant dans ton livre, on sent pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'odeur. Okay. Donc depuis, j'ai tilté en me disant, en écrivant, il faut que je sois attentif à tout ça. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs dont on a parlé aussi. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui apportent leur contribution à un texte, ça permet d'avoir aussi ces différents regards et de l'enrichir. Quand on est un romancier, un écrivain comme toi, et donc un créateur, est-ce que ça a été difficile de te réfréner, de ne pas leur donner la solution, de pas pousser dans le sens qui aurait été le tien? Je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué au départ. Non, pas vraiment, parce que assez vite, je crois que j'ai adhéré à leur idée de scénario, et puis on a vraiment, je crois qu'on les a vraiment accompagnés.
Et je pense autant Annie, Esteban que moi, on a suggéré des choses. Après, on en a discuté. Mais l'idée, c'était pas que nous on vienne imposer nos idées ou mais on leur a donné aussi des conseils. Et par exemple, c'est vrai que avant de faire le choix des 7 scénarios, je leur ai dit ma préférence, ou en disant qu'il y avait eu, parce qu'on hésitait entre 2 scénarios qui étaient. C'était celui-là ? C'est celui-là et puis un autre, qui était très très intéressant. Et je leur ai juste dit, je pense que un de ces 2-là va être quand même plus aisé à mettre en place à 21 personnes et à développer comme scénario, et que l'autre serait probablement plus complexe à faire. Donc j'ai simplement donné ce conseil-là, parce qu'il y avait 2 scénarios qui se dégageaient vraiment. Mais là c'était plutôt donc mon ça veut dire que expérience. vous avez laissé de côté un scénario qui aurait mérité d'être développé ? C'est dommage. Mais en fait, il y en a 7 de scénarios. Non, mais tu viens de me dire qu'il y en a 2 qui sortaient du lot et que vous avez dû faire un choix. Donc il y en a un deuxième qui est bien et qui n'a pas été travaillé. Vous faites quoi l'année prochaine, Esteban ? On écrit un livre ? Sérieux ? Non. Non. On verra. Non, mais Marc avait l'air de dire il y a quelque chose qui traîne. On peut en savoir un peu plus ou pas ? Disons que l'épilogue laisse quand même planer le doute sur une possible suite. Mais ça, c'était une volonté. C'est qui a eu cette idée ? C'est Liam, ouais. Ouais. T'aimerais bien qu'il y ait une suite ? Ouais. Vas-y, prends le micro, parce que du coup, je vais te poser des questions. Ouais. T'aimerais qu'il y ait une suite ? Oui. T'as déjà une idée pour la suite ? J'ai déjà commencé, on va dire. Alors là, vous n'avez plus le choix. Hein. Mais là, je suis vraiment au tout début. Oui, mais c'est le plus difficile de commencer, je te rassure. Très bien. Je reviens à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Les élèves ont été associés à toutes les étapes et à tous les aspects du travail. On n'avait pas forcément prévu au tout début que ce serait édité et diffusé. Maintenant, c'est édité et diffusé, donc il y a une partie du travail qui probablement n'avait pas été planifiée, c'est la promotion. Et donc, ils sont allés à la radio, ils sont allés à la télé, ils ont été interviewés par les journaux. Aujourd'hui, ils sont en rencontre dans un festival littéraire. Est-ce que ça se prépare, ça aussi, Esteban ? Oui, ça se prépare. C'est des rendez-vous, des entretiens que je fais aussi avec eux individuellement, afin de prendre un peu la température, de leur donner quelques conseils. Et puis surtout de leur partager le plaisir d'y aller, surtout, et de profiter à fond de toute cette aventure. Qui est allé à la radio ? Ok, qui veut me raconter ce qui s'est passé ? Elles étaient bien les questions, elles étaient nulles. Elles étaient bien ? Ok, racontez-moi ça un peu. C'est impressionnant, vous êtes allé où ? À Lausanne, à la RTS, c'est ça ? Moi, je suis allée à la radio Chablais avec Noé. Ok, comment ça s'est passé ? C'était trop bien. Ça t'a pas impressionné, tous les studios, les micros ? Au début. Et Cédric, désolé. Non, mais j'ai vu Noé à côté, c'est pour ça. Bon, à Radio Chablais, ils avaient même décidé qu'on devait chacun placer un mot qu'ils avaient choisi. Ah, carrément. Dans le challenge. Ouais. C'est ça. C'est vous 2 qui deviez placer un mot ? Ou tout le monde ? Tous. T'avais quoi comme mot ? Épinard. T'as réussi à le placer ? Oui. Esteban, il avait quoi ? Nonobstant. Facile. Facile. Marc, il avait quoi ? Anticonstitutionnel ? Non. T'avais quoi, Marc ? Tortue, ouais. Tortue. Oui. Oh, c'est assez facile. Qui n'a pas réussi à placer son mot ? Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Même papillon. Racontez-moi un peu les questions des journalistes. C'est bien ou c'est pas bien ? C'était des questions. C'était des questions du style qu'est-ce que le livre vous a apporté ? Ok. Et tu trouves ça comment comme question ? Bien. Ok. T'es gentil. Et qu'est-ce qui t'a apporté le livre alors ? Beaucoup de choses. La célébrité. La célébrité. Alors, ça tombe bien parce que c'était ma prochaine question. Parce que qui dit édition du livre et diffusion du livre et distribution du livre dit vernissage. C'était avant-hier à Vevey chez Payot. Hier, vous étiez à Sion, c'est ça ? À Sion pour les signatures. Expliquez-moi comment ça se passe, les dédicaces. Vous êtes les 20 derrière une table et la personne qui a acheté le livre, elle fait signer par les 20 ? Ouais. Ça dépend où. Parce que par exemple, hier à Sion, on n'était pas beaucoup, on était 5. Ah c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est par rapport à mercredi où on était les 21. D'accord. Donc vous avez signé les 21, tous les livres qu'on vous a présentés ? Oui. Ouais. Ok, la dédicace la plus longue du monde.
Et Après, il n'y a pas tout le monde qui voulait faire dédicacer par tout le monde. Non, bah évidemment, j'ai bien compris. Il y a des parents qui voulaient juste leur fils ou leur fille. Oui. Ouais, mais bon, enfin bref. Qu'est-ce que vous écrivez comme dédicace? Bah, il y en a des, ils font leur signature et les autres, ils écrivent leur nom. Mais vous mettez pas un petit mot à ma chère maman Oui. ou avec toutes mes sympathies. C'est un gag pour initier. Ah oui, et on avait surtout la phrase qu'on mettait principalement, c'était nous vous souhaitons une lecture passionnante et frissonnante. Ah, très bien. Marc signe aussi ou il n'a pas le droit? Bah, souvent il signait. C'est vrai? Il a le droit? Oui. Ok. Qui veut me raconter ce qu'il a ressenti chez Payot Vevey ou chez Payot Sion, ça? Parce que vous êtes tous allés dans une librairie avant d'avoir commencé à écrire ce Frisson Suisse. Et sans prendre peut-être conscience que derrière chaque livre, il y a quelqu'un qui écrit, il y a tous ces métiers que vous avez découverts entre deux. Quel effet ça vous a fait d'être chez Payot comme écrivaine? En fait, on allait, on prenait un livre, on allait vers les gens, on leur parlait un peu de l'histoire, on leur expliquait un peu comment ça s'est fait. Un peu l'histoire et puis après il y avait soit des gens ils venaient ou d'autres pas. Ok. Il y a eu du monde? À Payot Vevey, il y avait plus de 120 personnes qui étaient inscrites pour la partie du vernissage. Puis après, il y a eu une petite pré-dédicace avec quelques-uns la semaine d'avant à Saint-Pierre-de-Clage aussi. Donc, ok. Parfait. Esteban, si on devait faire le bilan de cette année vraiment pas comme les autres, quel serait-il? Ça a été Vous avez 10 minutes? Pour qui ça a été le plus bénéfique? Pour eux ou pour vous? Pour nous tous, pour tout le monde. Oui, j'ai 10 minutes. Allez-y, ça tombe bien. Super. Non, je pense que parlons pour moi, j'ai autant appris qu'eux durant cette aventure. Quoi, par exemple? J'ai jamais écrit un livre de ma vie. J'ai tout appris de A à Z. Jusqu'ici, j'étais un passionné juste de lecture, d'analyse de texte. Mais là, vous étiez un créateur, vous avez fait de la mise en scène, vous avez fait plein de trucs, vous, dans votre vie. J'ai coécrit un film qui s'est tourné ici. C'est pas mal. À Manche, qui est sorti ici au cinéma. Donc, c'est déjà un univers qui me plaisait. Et là, de pouvoir entrer en projet avec mes élèves, c'était un plaisir juste énorme. Et de voir que j'ai réussi à les prendre dans ma folie, c'était juste trop beau. Non, ça nous a apporté autant scolairement que personnellement, cette aventure. Mais d'un point de vue pédagogique, j'ai l'impression que c'est un projet extrêmement formateur. Oui, incroyable. Oui. Je me tourne vers vous aussi, vous avez sûrement un avis là-dessus. Alors pour nous, c'est dans le cadre de l'accompagnement professionnel, c'est ce qu'on essaye vraiment de générer chez les enseignants, c'est-à-dire que souvent les enfants ils doivent attendre jusqu'à la fin de la scolarité pour découvrir un talent, pour découvrir une affinité, etc. Et puis par la pédagogie par projet, ça révèle aussi cette possibilité-là d'apprendre à se connaître aussi en tant qu'élève, mais aussi en tant que dans sa posture d'enseignant. Et c'est vraiment ça, et puis ce lien avec la vie extérieure, parce que l'école fonctionne des fois un peu dans un vase clos, et puis c'est un petit peu dommage, parce que y a plein de gens qui sont prêts à donner du temps à cette école pour la faire vivre, et puis ça montre aux enfants que on peut se projeter dans l'avenir, dans quelque chose d'intéressant et motivant. Esteban, vous avez donné des idées à certains collègues? Ils sont venus vous voir en vous demandant comment ça se passe, c'est pas trop compliqué, est-ce que ça fait plus de boulot? Oui, alors j'ai eu énormément de soutien, énormément de questions. Mais est-ce que je leur ai donné envie? Je pense que l'envie est déjà là. L'envie de faire des projets, elle est autant chez mes collègues directs que chez mes collègues d'autres établissements. Mais je pense qu'avec ce projet, j'ai peut-être prouvé qu'on pouvait le faire et que de tels projets peuvent se faire. Et je sais que les bonnes idées sont là et qu'elles demandent juste à pouvoir être réalisées. Vous êtes d'accord avec Sénèque, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles? C'est ça, et c'est parce que le chemin est dur qu'il est beau. Très bien. Est-ce que monsieur Frédéric Borloo est arrivé? Pointe encore. Parce qu'on a la visite du conseiller d'État Frédéric Borloo qui souhaite nous adresser quelques mots, m'a dit qu'il serait là à 16h30, mais il n'est point là encore. Il est sur la route, c'est dense. Il est sur la route, donc je pense dans 1 heure, 1 heure et quart, il est là, c'est bon. Alors, on a presque répondu à cette question. Y aura-t-il une suite aux aventures de Tessa, Sid et les autres? Il m'a dit qu'il avait commencé à écrire, mais ça veut dire qu'il va falloir encadrer.
Non mais sérieusement, vous êtes partant pour un deuxième ou pas? Vous, je m'en doutais un peu. C'est eux. C'est eux où je dois être sûr. Et puis je me tourne de ce côté-là aussi. C'est possible de le faire sur une deuxième année? Alors, pour nous, tout est possible. Après, il y a aussi toute la confiance de la direction. Hein, on lui a fait quelques sueurs froides. Vous êtes un peu planqué dans la salle, là, venez vers nous. Il nous a grondé aussi à certains moments. On a dépassé les limites, des fois un petit peu du contexte, et on a un peu bousculé tout le monde, mais il nous a toujours fait confiance, et je crois que c'est aussi très précieux. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Merci. C'est possible une deuxième année ou pas? Ouais, alors bien sûr, moi je pense qu'on essaie de partager cette envie de faire des projets avec les élèves, donc c'est pour ça que j'ai pas dit non au départ. Je savais pas trop dans quoi on allait se lancer. Vous avez eu la trouille un peu? Ouais, j'ai pas trop la trouille. Après, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Comme par exemple? Le moment des financements, au moment de l'édition, enfin voilà, il y a quand même eu des moments cruciaux. Toujours le nerf de la guerre. Exactement. Ouais. Mais évidemment que ça va être plus compliqué pour la classe, parce qu'ils ont grandi, ces petits élèves, ils sont maintenant en 9e. Oui. Dans 7 classes différentes. Donc évidemment que le groupe classe en tant que tel n'existe plus. Mais après, donner des idées. En 7 groupes différents? 7 classes différentes? Je pense qu'ils font partie de 7 classes différentes. Ok, donc je peux vous annoncer que la suite des aventures se fera en 7 chapitres. C'est jouable ça? Non mais après, je dis jamais non à un projet. Ok. Il faudra évidemment trouver les enseignants pour accompagner le projet. C'est pas le directeur qui va faire ce travail-là. Esteban, partant? Je fais partie des partants, oui. Ok. Parce que vous devriez être plusieurs? Du coup, avec les 7 autres enseignants, oui. Puis ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un écrivain qui vous accompagne. Oui, pourquoi pas? Partant? Avec Esteban et eux, oui. Ah ouais. Bon, quand vous aurez 25 ans, vous serez à l'université. Vous nous ferez le tome 18 des aventures de Tessaïcide, exactement, et des autres. Ça peut durer comme ça longtemps. Très bien. Je me tourne vers vous, mesdames, messieurs, en attendant que notre conseiller d'État arrive, ce qui ne saurait tarder. Si vous avez des questions pour nos stars du jour, c'est le moment ou jamais. Alors, je ne peux pas venir vers vous avec le micro parce qu'on est attaché aujourd'hui. Mais si vous criez à... Si, il y a un micro HF pour la salle. Formidable. HF sans fil. Très bien. Qui veut poser la deuxième? Oui, on vous apporte le micro. Attendez, on vous apporte le micro. Comme ça, on vous entend bien, tout bien. Regardez. Et c'est comme pour les enfants, vous faites comme si vous mangiez une glace. Bonjour. Je voulais savoir à combien d'exemplaires pour un premier tirage vous avez fait? Combien d'exemplaires pour le premier tirage, Marc? Tu veux répondre, Luc? Non, on a fait 2500 exemplaires. Et éventuellement, il y aura un deuxième tirage aussi. C'est le premier tirage qui coûte. Disons qu'on a le projet est fait de surprise en surprise. Okay. Déjà 2500, il faut dire que c'est un nombre conséquent de livres pour la Suisse romande. Enfin, le tirage moyen des livres, c'est 400 à peu près. C'est 400, ouais. 400-500, le tirage moyen. Donc c'est-à-dire que si on vend 2500, on peut considérer qu'en Suisse romande, c'est presque un best-seller. Oui. Donc on va déjà essayer de les vendre. Ils sont déjà bien diffusés parce qu'on les trouve un peu partout en Suisse romande. Et puis surtout, alors on compte beaucoup sur tout à l'heure, à partir de 5h, et demain et dimanche pour dédicacer. Alors prévoyez un quart d'heure par dédicace, ils sont 21, mais il faut y aller. Je me tourne vers l'éditeur. Est-ce qu'on a précommandé le papier pour le deuxième tirage? Non, pas encore. Il va falloir y aller. Il va falloir précommander le papier. Autre question pour nos invités nombreux et passionnants? Oui, j'ai plein de mains qui se lèvent. On va vous faire passer le cornet de glace. Il arrive. 2 boules mocha pour monsieur. On commence par madame. Oui, 2 boules mocha pour monsieur. On vous écoute. Oui, bonjour. Ma question est concernant le style d'écriture. Est-ce qu'à cet âge, les enfants ont déjà un style à eux? Et si oui, comment les faire cohabiter pour que la lecture soit relativement fluide? Le lissage du style, en fait, c'est ça? Alors, je pense qu'il y a déjà un lissage qui se fait entre eux, puisqu'il n'y a pas des textes qui ont seulement été écrits par une personne ou deux.
il y a plusieurs personnes qui ont mis leur patte sur les textes. Donc déjà là, il y a un certain lissage qui se fait. Et puis en fait aussi, comme pour n'importe quel livre qui est édité, il y a un travail qui est fait par l'éditeur, qui est le travail d'édition du livre, donc aussi de lisser un peu le texte, de corriger certaines fautes, d'améliorer certaines phrases, qui a été fait en partie par moi-même et par ma propre relectrice. Par contre, on a quand même été très très attentif pour faire en sorte que ce soit le texte des enfants et le style des enfants qui reste. Mais du coup, ce lissage-là, en fait, il est en général fait pour tous les auteurs qui éditent un livre, qu'ils soient célèbres ou pas. Oui. Donc, en fait, ils y ont tout le droit comme n'importe quel auteur. Et le vrai travail de correcteur dans une maison d'édition, c'est notamment de faire en partie ce travail de lissage quand il n'a pas été fait suffisamment ou pas complètement. Votre question m'en en amène deux autres. Il y a quelques mots de vocabulaire dans le livre qui font l'objet d'un ou une astérisque, je crois. Une astérisque, avec une explication en pied de français dans la salle, je sais pas. En pied de page. Pourquoi ces mots-là? Parce que j'ai trouvé que certains mots, peut-être plus compliqués que ceux qui étaient explicités, n'avaient pas cet astérisque. Je m'en sors bien parce que là c'est féminin-masculin. Pourquoi cela? Alors c'était aussi une volonté des élèves de complexifier un peu le texte. Ils voulaient pas qu'on puisse dire que c'était écrit par des enfants de 12 ans. Et puis c'est également certains mots qui se répétaient plusieurs fois dans le livre, et on a travaillé les reprises anaphoriques, donc des synonymes. Ils sont allés rechercher des synonymes sur Internet, et c'est comme ça qu'on est arrivé sur des mots plus complexes que ceux qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans le langage oral. La deuxième question est pour Mark Woltenhauer, qui met toujours de la musique dans ses romans, et qui sait que je suis très sensible à la présence de musique dans les romans. Il y en a deux dans celui-là. Alors c'est pas mon choix en tout cas. Il y en a une qui m'étonne pas du tout, Big Flo et Oli, ça, voilà, c'est parfaitement de votre âge. Par contre, la musique d'Indiana Jones, là, j'étais surpris. Ça vient d'où ça? C'est la faute d'Esteban? Ah, voilà, j'ai mis le doigt sur le problème. Et alors, ça vient d'où? C'est votre sonnerie de téléphone? Non, pas du tout. C'était une volonté. À un moment donné, là encore une fois, c'est compliqué de pas spoiler le livre. On dit plus spoiler, on dit divulgacher. Divulgacher. Disons, on peut dire qu'il y a certaines parties du texte qui se rapprochent un peu du récit d'aventure. C'est ça. Oui. Il y a un mélange entre récit policier et récit d'aventure. Tout à fait. Et il y a certaines scènes qui pourraient un peu rappeler certains films d'Indiana Jones. Sauf qu'on n'a pas mis les serpents, mais à peu de choses près. Très bien. Vous avez envie de l'acheter maintenant, hein, c'est bon. Il y avait encore une question en rade, elle est pour vous? Oui, moi j'avais aussi une question. D'abord, je voulais féliciter l'enseignant et féliciter tout le monde. J'ai des filles qui sont enseignantes aussi, et j'admire ce type de projet. Parce que j'étais logopédiste et j'ai beaucoup d'élèves qui ont des problèmes d'orthographe et qui peuvent pas entrer ni dans la lecture, ni dans l'écriture, parce qu'on les laisse pas écrire comme ils veulent. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de beaucoup travailler. Maintenant, je suis à la retraite, mais je vous félicite. Et puis, voilà, je vous remercie et je me réjouis de lire le livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On prend les compliments avec plaisir. Autre question? Notre conseiller d'État est dans les bouchons. Oui, madame, on vous écoute avec plaisir. Les droits d'auteur, c'est eux qui les touchent? On entre dans un sujet extrêmement délicat. Alors? Joker. Non, alors c'est encore une question qu'on doit formellement régler parce que du moment que le livre existe et diffusé, il y a effectivement des droits d'auteur qui vont rentrer. Cet argent-là va servir pour deux choses. La première, c'est que dans 3 semaines, avec toute l'équipe, on part faire un week-end de 3 jours dans un parc d'attractions qui a été choisi par les enfants. On avait dit qu'on allait faire un petit événement avec eux pour fêter la sortie du livre, donc ce sera l'occasion. Donc le tome 2, ce sera Meurtre au parc d'attractions. Et le restant, ça dépendra du nombre de livres vendus, sera reversé pour des projets similaires dans le cadre scolaire, pour que d'autres écoles, d'autres classes puissent aussi vivre des projets d'écriture. Puisqu'on est dans les questions qui fâchent, vous avez signé un contrat à combien, les droits d'auteur? À 8, à 10, à 7? Le maximum. Ah, attention, parce que dans certaines maisons, ça monte très haut le maximum. Hein. Le maximum, c'est 20. On n'est pas à 20 quand même, monsieur l'éditeur. 14?
Ouais, c'est ça. Non, je parle de chiffres 7, 8, voilà. Pour ceux qui ne sont pas dans le métier, les droits d'auteur, en général, pour un auteur débutant, c'est quoi? C'est 7-8% du prix de vente magasin. Hein, donc, sur un livre qui est vendu 20 francs, il va toucher 7% de ces 20 francs, c'est-à-dire 1 franc 40. Donc, il faut en vendre beaucoup pour pouvoir vivre de sa plume. Quand on a un auteur très aguerri, on peut monter jusqu'à 12, les très grands stars jusqu'à 14%. Ça va rarement beaucoup plus loin. Tu me démens pas? Non, c'est juste, c'est tout à fait ça. Voilà. Autre question, comme vous avez tous les secrets. Une bénévole, ça tombe bien. On en profite pour remercier des festivals comme le Livre sur les quais et plein d'autres n'existeraient pas sans les bénévoles. Et cette année, à cause du Covid, il y a beaucoup de festivals qui ont eu de la peine à trouver des bénévoles. Donc ceux qui sont encore là, s'il vous plaît, faites-leur un tonnerre d'applaudissements là maintenant. Mais c'est trop gentil, c'est trop gentil. Voilà, comme ça, vous n'avez pas du tout la pression pour poser votre question, c'est parfait. Comme ça, vous n'avez pas du tout la pression pour poser votre question, vous pouvez y aller. Non, ça va. Mais en fait, c'était juste une remarque pour dire que je suis tellement admirative d'un projet aussi grand, dis donc, qui a réuni dans l'harmonie toute une classe, avec le prof, avec un écrivain. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de projet quand j'étais encore à l'école, quoi. Un écrivain qui vienne... S'ils font le 2e tome, demandez peut-être à rejoindre la classe les mardis, c'est peut-être possible. Peut-être, ouais. Puis voir que des sujets importants, visiblement, sont déjà abordés par les élèves eux-mêmes. C'est ça. Donc bravo. J'admire. Merci beaucoup. Merci. Comme promis, pour terminer cette formidable rencontre, d'abord, on va peut-être commencer par remercier et féliciter les 21... T'étais dans les 21 ou t'es le 22e? Ok. Nous allons donc remercier les 24 auteurs de ce frisson suisse formidable, avec non pas un tonnerre, mais une tempête d'applaudissements. Comme l'a dit Marc tout à l'heure, ils sont là pendant toute la durée du Livre sur les quais pour signer leurs livres. Vous êtes tous sous la tente des auteurs? Ok. Vous avez pris toute une table? Ok. Très bien. Puis samedi, dimanche, ils vont se relayer au fur et à mesure. D'accord. Donc aujourd'hui, ils sont tous là et samedi, dimanche, vous aurez des groupes, des grappes et des sourires. Pour terminer cette formidable rencontre, vraiment j'ai eu énormément de plaisir. Merci à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de passer la parole à monsieur Frédéric Borloo, conseiller d'État vaudois en charge du département de l'enseignement et de la formation professionnelle. Monsieur le conseiller d'État, vous avez la parole. Bonjour. C'est vous le prof? Oui, c'est moi, c'est bien moi. Super. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour. Non, je vais rester debout. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser, si c'est plutôt aux enfants ou bien à vous, quoi, mais... voilà. Vous pouvez vous tourner, il n'y a pas de souci. Bonjour, les auteurs, jeunes auteurs. Enfin, bon, alors, bonjour, mesdames et messieurs, chers auteurs, professeurs, jeunes auteurs. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Alors, j'arrive un peu à la fin, là, je suis un peu navré, mais c'est inversement proportionnel à l'intérêt que j'ai pour ce qui s'est passé. C'est juste que les emplois du temps, là, c'est assez chargé ces jours. Je suis vraiment très content parce que quand Marc m'a envoyé enfin, on se connaît un peu là, parce qu'il écrit des bouquins dans ma région et j'ai eu le plaisir déjà de le croiser. M'a envoyé un petit message pour me dire que oui, il y a une expérience, c'était sympa, enfin, ce serait bonheur si tu pouvais participer. J'en avais pas entendu parler, j'ai regardé et tout, et j'ai vraiment été captivé par cette idée. Je trouve que c'est une idée assez extraordinaire. Je vous remercie beaucoup de l'avoir eue et d'avoir osé l'entreprendre. Je remercie aussi ma prédécesseur d'avoir accepté que tout ça se fasse comme ça. Je pense que c'est une expérience assez extraordinaire parce qu'en fait, pour les participants, vous avez appris à travailler différemment. En fait, ça a ouvert l'école, ça a ouvert la classe,
Et ça permet enfin, j'espère que je répète pas des choses qui ont déjà été dites, quoi, mais c'est ce que je pense, quoi. Mais ça a permis de faire des liens avec l'extérieur. Et c'est vrai que quand on est dans une classe, on est un peu fermé sur nous-mêmes, quoi, forcément, quoi. On apprend plein de choses, mais on apprend entre nous. Et donc, une expérience comme celle-ci, ça permet de découvrir un peu le monde et de découvrir une partie du monde différemment, d'ouvrir ses yeux sur autre chose et sur un métier particulier qui est écrivain, qui est pas juste un bouquin avec une histoire. Et là, vous avez en plus de ça, vous avez découvert tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour écrire un livre. Il faut chercher des synonymes, il faut essayer de trouver une intrigue, il faut essayer ensuite de trouver quelqu'un qui fait la maquette du livre. Après, il faut trouver un éditeur. Après, il faut vendre le livre, faire des dédicaces, peut-être avoir des contacts avec des journalistes, je ne sais pas. Voilà. Et donc voilà, c'est la découverte d'un métier. Je trouve c'est une expérience extraordinaire. Et donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis impressionné. Et puis en plus, bien sûr, ma préoccupation, c'est l'enseignement. Et forcément, faire un livre, c'est plus que apprendre le français, c'est découvrir des nouveaux horizons d'une langue, d'un mot, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et ça fait marcher un tout petit peu la matière grise pour composer ses phrases différemment, et justement pour repousser ses limites. On utilise, je suis le premier d'ailleurs, c'est très peu de mots dans le langage courant. D'ailleurs même, il y a des journalistes, enfin des médias qui se spécialisent dans l'utilisation d'un minimum de mots dans les articles pour qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui puissent lire ces articles. Et donc, enfin, c'est un peu triste de dire ça. Et donc, précisément, quand vous avez une classe qui travaille sur un livre entier et qui a utilisé le français en repoussant justement ses limites, parce qu'avec le langage, on peut tout exprimer. C'est même l'intérêt même d'apprendre une langue, c'est de pouvoir exprimer son idée. Et son idée, des fois, elle est compliquée, elle est complexe, on a du mal à la définir. Donc c'est avec les mots qu'on arrive à l'exprimer. Et c'est avec les mots qu'on arrive à communiquer. Et c'est quelque part avec les mots qu'on arrive à être un peu plus libre dans notre société. Parce qu'on arrive à échanger et on arrive à se comprendre. Et quand on se comprend, en général, l'histoire nous le démontre, eh bien, c'est la paix. À défaut, quand on ne se comprend pas, c'est plutôt la guerre. Et donc, voilà, je pense que dans cette expérience-là, il y a des dimensions qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et je suis très heureux d'être un petit moment avec vous, mais je vais rester encore après pour discuter. Mais donc vraiment, très sincèrement, voilà, j'espère que ça va se refaire. Il faut bien sûr des professeurs qu'on vit, parce que c'est du travail, enfin voilà, c'est aussi des complications, c'est des soucis, etc. Ça vous sort aussi votre confort, c'est pour autant que vous ayez été dans le confort d'ailleurs, mais voilà, donc bravo. J'encourage tous les enseignants à avoir des expériences comme celle-ci. Et puis un auteur aussi, je pense que ça a apporté beaucoup. J'en suis persuadé, malgré ta très grande expérience, mais tu as apporté beaucoup. Et puis, tu as aussi beaucoup appris, j'en suis persuadé. C'est aussi un échange qui est extraordinaire. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous remercier vraiment énormément d'avoir mené ça à bien et jusqu'au bout, parce que de temps en temps, je pense qu'il y a eu des écueils, peut-être que vous avez eu envie d'abandonner, comme tous les objectifs qu'on se fixe. Eh bien, il ne faut pas abandonner, il faut tenir bon, aller jusqu'au bout. Merci beaucoup et j'espère bon avenir dans l'écriture. Voilà, merci à vous. Alors, comme vous avez tendu la perche, monsieur le Conseil d'État, en disant j'espère que ça se refera, juste avant que vous arriviez, on parlait du tome 2. Parce qu'il y a un des élèves qui a commencé à l'écrire, lui il a commencé. Donc vous donnez votre accord, c'est bon. Oui, il faut faire un petit dossier quand même. Ouais, mais on fait un copier-coller de celui de l'année dernière, on change les dates, c'est bon. J'attends le dossier quand même. Merci beaucoup. Je suis un homme prudent. Mais en tout cas, je vous encourage à continuer, voilà. Avec ou sans mon aide. Voilà, vous avez les mains bien chaudes, donc Esteban va vous redonner les prénoms des élèves quand ils descendent, parce qu'ils méritent d'être applaudis encore une fois. Exactement.
Ah, il y a un livre à dédicacer ici. Alors, on fait la descente et puis dédicace après. Voilà, allez, on y va. Dans l'ordre. Monsieur le directeur, pour commencer, tout le monde. Monsieur Bornon, Gisèle Berthet, Annie Hunziker, Jonas, Mathis, Malone, Samuel, Benjamin, Nara, Célia, Kimea, Lénie, Aina, Liam, Lucas, Noé, Elia, Jada, Abi, Tina, Mélissa, Cédric et Liam. Sans oublier Esteban, Marc et Frédéric.